Bonjour à tous, je m'appelle Cyril Bellorini et je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast qui a pour objectif de vous projeter dans votre future carrière professionnelle en découvrant le parcours et l'histoire d'étudiants diplômés du master que vous réalisez. Merci Jessica d'intervenir aujourd'hui pour ce podcast. Donc, où on va revenir un petit peu sur ton parcours avant le master. Pourquoi tu as candidaté à ce master en environnement à Bordeaux? Quel est ton avis un petit peu sur le master? Tes retours, est-ce qu'il y a des choses que tu as appréciées, moins appréciées? Éventuellement des points que tu jugerais à améliorer maintenant que tu as de l'expérience après le master? Et est-ce que ce master il t'a été utile pour trouver donc un métier? Et enfin, revenir un petit peu sur ton parcours post-master jusqu'à ton job actuel et tes missions. Voilà. Donc, je vais te laisser te présenter dans un premier temps et nous raconter donc ton parcours jusqu'au master. Très bien. Alors, moi, c'est Jessica. J'ai fait ce master entre 2011 et 2013. Donc, on était ce qu'on appelait à l'époque la promo crash test, parce qu'on était les premiers à faire le master. Avant de faire le master, j'ai fait une licence de biologie des organismes à Nice, d'où je suis originaire d'ailleurs. Donc, j'ai toujours été très biologie, écologie. Mon objectif pour le master, c'était justement de me rapprocher d'autres corps d'autres comment dire, d'autres spécialités, d'autres disciplines, donc typiquement la chimie et un peu la géologie également. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'aujourd'hui, je me sers surtout de la géologie. C'est ça qui est assez drôle. J'ai vu ce master-là, ça m'avait intéressé, donc j'ai candidaté. À l'époque, ils prenaient, alors je ne sais pas si c'est encore le cas, mais à l'époque, ils prenaient deux types d'étudiants, des biologistes et des chimistes. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Donc moi, je venais de la biologie, on a eu une petite remise à niveau en chimie et vice-versa. Les chimistes avaient une remise à niveau en biologie. C'était assez utile à l'époque, justement, pour qu'on soit un peu tous raccords après pour le tronc commun, on va dire. Pour le master en lui-même, ce qui a été intéressant, c'était justement ce côté bidisciplinaire. En master 2, on passait directement enfin, on passait directement. On avait un choix entre recherche ou professionnalisant. Encore une fois, je ne sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui. C'était pas trop mal. Moi, j'étais partie sur le côté professionnalisant. J'avais pas pour objectif de faire une thèse. En revanche, un des premiers points négatifs, à la limite, si je peux commencer à sauter un peu sur les questions, c'est que justement, je le sentais pas assez personnellement à ce moment côté professionnalisant. On avait encore beaucoup de cours qui se rapprochaient pas mal à la recherche. Mais on a quand même eu quelques cours très intéressants par des pros, donc typiquement des chefs de projet en bureau d'études qui sont venus. Je prends cet exemple parce que moi, c'est là où je suis aujourd'hui, donc c'est ce qui m'avait intéressé à l'époque. Et du coup, juste le côté professionnalisant, tu l'as pas forcément ressenti, c'est M1 ou M2? En M2, M1, c'était vraiment un tronc commun assez global à tout le monde. Le but, c'était quand même qu'on ait des bases en écotox assez solides et qu'on pouvait tous se partager, puis que nous aussi, on puisse finaliser un peu notre choix. Parce que forcément, tarif de licence, t'es pas encore certain de ce que tu veux faire entre une thèse ou non. Moi, je le savais, mais voilà, c'était encore des questionnements pour certains de mes collègues à l'époque. Donc, non, non, le M1, c'était vraiment un tronc commun. Après, le stage, tu l'as fait où et dans quelle Alors, discipline? le stage, je l'ai trouvé. Alors justement, comme je te disais, il y avait des intervenants intéressants en bureau d'études qui étaient venus. Et donc là, je m'étais rendu compte que ça commençait à coller un petit peu avec ce qui, moi, m'intéressait. Il y avait quelqu'un d'une entreprise de Cité Sol Pollué à l'époque qui était passé. Et je m'étais dit, tiens, pourquoi pas. Donc j'avais cherché un stage de M2 là-dedans. Très, très, très difficile à trouver. J'ai fini par trouver chez Aquitaine Environnement. C'est un petit bureau d'études dans les Landes qui pour le coup a accepté de me prendre parce qu'il avait un projet, avait mis dans un tiroir depuis un petit moment pour devenir raccord avec une norme qui encadre les métiers des cités sols polluées aujourd'hui. Donc du coup, il m'a laissé ma chance, et c'est ce qui m'a permis aussi, moi, d'avoir la ligne bureau d'études en stage sur mon CV, qui m'a permis de trouver du boulot derrière. Donc c'est très, très, très important le choix du stage de M2. Ça, c'est souvent un message que je fais passer aux étudiants avec qui je peux discuter actuellement. Surtout pas prendre un stage facile dans sa région auprès de ses copains parce que ça aide pas, quoi, clairement. Donc voilà, donc les cours en eux-mêmes étaient assez bien faits, je me souviens. Encore une fois, ça remonte à un peu plus de 10 ans, donc il y a des choses qui s'égrènent un petit peu dans mon esprit. Et du coup, après, tu me disais, donc, le stage du master a vraiment été très utile pour trouver, enfin, déjà les cours, les intervenants, et le stage pour trouver après un travail, c'est ça? Oui, en tout cas dans le domaine qui moi m'intéressait, donc les cités sols pollués, déjà les intervenants qui étaient venus avaient vraiment des cours très ciblés. Parce qu'en fait, forcément, quand tu démarres un nouveau métier, tu as certains principes, certains domaines en particulier des cours.
Tu vois, là, par exemple, je me souviens à quelqu'un qui était venu nous expliquer les différentes phases dans les sols et dans les eaux souterraines de certains produits chimiques. Tu vois, c'est quelque chose d'assez ciblé, d'assez simple, mais c'est quelque chose de crucial dans mon métier aujourd'hui. Et c'est des petits détails comme ça qui méritaient qu'on s'y arrête. Ou alors, par exemple, la réglementation, la méthodologie des sites et sols pollués nationales, c'est quelque chose de très technique. Pour le coup, ça n'a plus rien à voir avec des sciences, c'est plus de l'organisationnel, etc. Mais c'est quelque chose qui, selon moi, il faut voir en master, quoi. C'est très important. Ça, on ne l'avait pas eu à l'époque, donc moi, j'ai eu la chance de vraiment pouvoir parcourir tout ça pendant ce stage. Alors pour le coup, j'ai pas croulé sous le travail pendant le stage parce qu'il n'y avait pas énormément d'études, j'en ai fait quelques-unes, mais du coup j'ai eu beaucoup de temps aussi pour moi me mettre à niveau sur ce métier-là. C'est ça qui a été ma chance au final. C'est ce qui m'a permis aussi de trouver du boulot derrière, parce qu'il suffit pas d'avoir été en bureau d'études, il faut bien avoir compris les enjeux aussi d'un bureau d'études qui reste quand même une société privée. On n'est plus du coup dans le domaine du public, de la recherche, etc. Donc il y a aussi beaucoup de choses en termes de presque de comptabilité, d'organisation, de management, de choses comme ça qui sont très utiles. On a vu quelques bribes en cours. On a vu des cours comme ça justement sur. On a vu un projet sur comment monter son entreprise et on se mettait en groupe et on réfléchissait à pas mal de choses. Du coup, ça sortait du cadre académique pur, du cadre des études pures, mais ça nous apprenait aussi une réalité du marché actuel qui était quand même très importante à comprendre. Donc ça fait partie des petites bribes justement du M2 qui étaient très, très importantes. Et après ce stage, tu as postulé pour rester dans la boîte, enfin, dans le bureau d'études. Oui, j'y ai pas, enfin, forcément, j'ai demandé à mon maître de stage, hein, lui aurait voulu me garder. Alors, c'est la réalité, hein, c'est juste qu'ils n'avaient pas forcément les finances pour ouvrir un nouveau poste. C'est malheureusement les petites boîtes qui prennent souvent des stagiaires pour pouvoir avancer un petit peu, mais ne peuvent pas forcément les garder. En revanche, il m'a un peu aidé, il m'a ouvert les portes de son réseau, etc. Donc ça m'a été utile pour me continuer mon réseau à moi. Moi, j'ai eu la chance de trouver du coup dans le Nord. Donc, j'ai migré dans le Nord-Pas-de-Calais. Forcément, le Nord-Pas-de-Calais, c'est le berceau industriel du pays, donc trouver du travail en cité sol polluée, il y a de quoi faire, il y a matière. Donc voilà, c'est pour ça que je suis remontée, mais que je suis montée, pas que je suis remontée, mais voilà. Donc ça m'a aidé, mais pour le coup, c'est difficile de se faire embaucher. Encore une fois, moi j'ai essayé de jouer le jeu, tu vois, il y a quelques années, j'ai pris un stagiaire du master, et du coup, je l'ai embauché. Et d'ailleurs, il m'a suivi dans ma nouvelle boîte actuellement, donc c'est mon collègue de travail, donc c'est, on va dire, un collègue 2, 3 ans après moi qui a fait le master. Donc après le master, après le stage, donc j'ai postulé sur pas mal de boîtes. Un peu comme le stage, j'ai postulé beaucoup. Il faut vraiment être courageux. Je pense que ça, c'est encore aujourd'hui le cas pour tout le monde. Donc j'étais déjà en gestion de projet dans ma tête. Tu vois, j'avais mon tableur Excel, les gens que j'appelais, que je devais rappeler, ce que je devais faire, les choses que je devais creuser avant un nouvel entretien. Enfin, ça demandait pas mal d'organisation et je pense que c'est ce qui m'a pas mal aidé. Et pourquoi je suis partie dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est parce que le premier CDI qu'on m'a proposé, c'était dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc je me suis dit, un CDI en bureau d'études dans la branche qui me plaît. Tu réfléchis pas, j'ai déménagé en 5 jours en fait. Donc voilà, je suis partie donc, dans un bureau d'études local, dans le Pas-de-Calais justement, qui m'a aidé à faire mes armes. Donc c'est l'avantage et les inconvénients des petites boîtes. L'avantage, c'est que quand tu démarres, tu fais beaucoup de choses. L'inconvénient, c'est qu'au bout d'un moment, c'est fatigant. Mais du coup, pour dire, donc, les métiers des sites sols pollués, pour faire bref, c'est que à la base, on est ingénieur d'études. Donc, on va venir étudier un site, comprendre les enjeux, s'il y a des pollutions ou non, et qu'est-ce qu'on en fait pour pouvoir refaire un nouveau projet derrière. Sauf que pour ça, il faut également démarcher des clients, il faut faire des devis, il faut aller faire les sondages sur le site, il faut faire ton étude, il faut gérer la facturation derrière. Et en fait, dans un petit bureau d'études, tu peux être amené à faire tout ça. Parce que tu n'as pas forcément les fonctions support derrière qui peuvent t'aider. Là, dans ma boîte actuelle, on fera le point après, j'ai des gens qui vont faire plusieurs étapes de ce cheminement-là. Dans mon premier bureau d'études, j'ai été technicienne aussi, tu vois, donc je manipulais moi-même la machine de forage. Ce qui était assez rigolo quand j'arrivais sur site, parce qu'en général, on ne voit pas une petite nana faire ça. Mais pour le coup, ça a été hyper enrichissant, parce que maintenant, quand je parle terrain avec nos sous-traitants de forage, ils aiment bien parler avec moi parce qu'ils savent que je comprends parfaitement la réalité du terrain, tu vois. Donc, j'ai une casquette de technicienne qui est très précieuse maintenant. Sauf qu'au bout d'un moment, tu as envie de n'être qu'uniquement un ingénieur d'études. C'est pour ça que j'ai changé au bout d'un moment. Et voilà, donc dans un petit bureau d'études, j'ai fait tout ce qui est devis, commercial, démarchage. Donc ça aussi, tu vois, c'est quelque chose qui s'apprend sur le tard, pour lequel il faut être un peu à l'aise. Mais peut-être un petit cours comme ça à la fac sur comment gérer une approche commerciale, etc., ça peut être très utile, je pense.
J'ai donc fait beaucoup de terrain, fait pas mal d'études. Mon métier, il est très très enrichissant, il est très divers. Tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux faire des études assez simples qui sont simplement une enquête historique du site. Tu peux aussi faire des études, des analyses de risque pour voir si tel ou tel polluant dans tel ou tel milieu peut avoir tel ou tel impact sur une cible. Enfin, c'est vraiment très très riche. D'ailleurs, toutes ces analyses de risque, pour le coup, le master m'a bien aidé. Parce que ça, c'est vrai que on est plutôt calé, hein, c'est quand même de l'écotox, donc et ce qui n'est pas toujours le cas dans les concurrents du marché, parce qu'il y en a qui viennent de la géologie, par exemple, donc qui n'ont vraiment aucune notion en analyse de risque. Donc ça, c'est un vrai point fort. Et donc voilà, j'ai fait ce bureau d'études, j'ai travaillé dans ce bureau d'études pendant 6 ans. Et donc au bout de 6 ans, j'ai eu envie de monter un petit peu en compétence sur une boîte un peu plus grosse. Donc en 2018, j'ai changé pour le coup, je suis passée d'une PME à une multinationale. Donc là, tu arrives dans des choses très pyramidales à se faire, etc., avec un système qualité, des protocoles, des procédures. Il faut être prêt à ça aussi. Donc c'est aussi l'inconvénient d'une très grosse boîte. Par contre, l'avantage, c'est que tu as des fonctions support incroyables, tu as du matériel, tu as vraiment tout à disposition pour toi vraiment avoir la tête dans ton métier. Donc moi, je suis à la fois commercial et technique. Ça, c'est un choix. Tu peux être que technique. C'est juste que moi, je m'en sors plutôt bien en commercial et que j'aime bien avoir la relation avec mes clients. Donc voilà, aujourd'hui, je suis responsable, moi, de développer l'activité de mon site avec mes collègues. On va dire que j'ai le plus fort pouvoir commercial de mon équipe pour le moment. Et on a embauché des techniciens qui, eux, vont sur le terrain faire les prélèvements, etc. Donc, tu vois, j'ai pu me décharger un peu de cette partie-là pour me concentrer sur des études à plus haute valeur ajoutée, vraiment des analyses de risque très précises, des choses un peu plus poussées. Forcément, en montant en compétences, tu as envie de choses un petit peu plus techniques, peut-être. En tout cas, moi, c'est mon cas, j'avais envie de me faire un peu plus de nœuds au cerveau. Et donc, c'est aussi l'avantage en changeant pour une boîte avec une organisation différente. Du coup, un peu plus de challenge dans cette boîte, ce que tu cherchais. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est commun à pas mal de gens au bureau d'études à un certain moment, ou c'est vraiment un choix personnel? Je pense que c'est quand même un choix personnel parce que je suis comme ça, à mon avis, de tempérament. Après, en bureau d'études, c'est pas simple. Les gens s'imaginent que on est dans un bureau, on est du coup assis derrière un bureau toute la journée et puis on tape des rapports. C'est loin, loin, loin d'être le cas. C'est un travail très stressant. Je connais beaucoup de gens qui ont fait des petits burn-out, des choses. C'est quand même très, très, très stressant parce que tu es à la fois responsable de ton développement quand même, parce qu'au final, tu es le seul à comprendre ton métier, donc tu es le seul à pouvoir le chiffrer correctement. Donc même s'il y a des commerciaux dans ton entreprise, tu es quand même là. C'est quand même toi le premier commerçant de tes études. Donc non, non, on a vraiment quand même pas mal de responsabilités. En plus, nos études sont souvent le premier point d'un projet beaucoup plus important pour le client qui peut lui coûter des millions d'euros derrière. Donc nous, on est vraiment une pierre angulaire là-dedans. On aide à faire des choix. Donc c'est quelque chose où de toute façon, tu peux pas te contenter de faire que des petites études. Au bout d'un moment, ton client va avoir besoin de plus. Donc soit c'est toi qui montes en compétence, soit tu passes à tes collègues, mais tu peux rarement rester très longtemps à faire les petites études. Donc voilà, il y a un moment où tu es obligé de monter en compétence. Et je pense que c'est aussi comment dire, la suite logique des choses. Du coup, la casquette technicienne, elle te manque pas parfois? Parce qu'il y a certains Non, profils, non. tu vois, le nom est venu assez vite. Non, juste, en fait, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. C'est très intéressant. Après, il y en a qui aiment ça, hein. Enfin, j'ai mon collègue, justement, que j'ai pris du master, Benjamin, un ancien du master Excel. Lui aime encore faire du terrain. Après, il commence à en revenir un petit peu aussi, mais tu peux pas être au four et au moulin. C'est ce que j'essaie d'expliquer à mon ancien patron. C'est qu'en fait, au bout d'un moment, mon chiffre d'affaires avait atteint un plateau. Et je lui avais mis les chiffres en face et je lui avais dit, regarde, tout ce temps que je passe à faire du commercial, tout ce temps que je passe à faire sur le terrain, tout ce temps que je passe à faire ça, ça et ça, au final, je peux pas me démultiplier. Donc, si t'embauches pas quelqu'un ici, j'arriverai pas à décoller. Tu vois, c'est mathématique. Donc, le problème, c'est que tout ce temps que tu passes sur le terrain, tu ne le passes pas à faire des choses plus intéressantes, à plus haute valeur ajoutée et du coup, qui peuvent générer un chiffre d'affaires plus important. Et puis finalement, maintenant, alors je rebondis un petit peu là-dessus, aujourd'hui, il y a des écoles qui font comment dire, des programmes spécifiques pour les techniciens cité sol pollué. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. C'était encore un métier un petit peu hybride, un petit peu nouveau. Aujourd'hui, c'est un petit peu mieux structuré. Il faut savoir aussi qu'un technicien, ça reste un métier très précis. Il y a quand même, tu peux passer ton temps entier à faire du terrain et en apprenant tous les jours. Donc aussi, il y a aussi cette histoire de chacun son métier, tu vois. Il y a un technicien pur, je serai jamais aussi bonne que lui, et lui, même en montant en compétence, sera jamais aussi bon que moi en bureau d'études. Tu vois, il y a un moment où on a nos limites aussi. Donc c'est pour ça que ça ne me manque pas aussi, parce que on a recruté bien plus performant que moi sur le terrain. Et est-ce que tu vas rester à ce poste ou tu te vois encore évoluer? Est-ce qu'il y a encore des possibilités d'évoluer dans ta boîte et dans ton domaine? Oui,
Ouais, ouais, justement, là, moi, j'en parlais avec mon chef il n'y a pas si longtemps. Moi, mes ambitions maintenant, c'est plus de reprendre une équipe parce qu'en fait, dans mon ancienne boîte, j'avais une petite équipe. J'étais responsable du petit pôle. Là, on est quand même beaucoup plus structuré, etc. Donc, je suis arrivée dans une équipe déjà formée. Mais là, maintenant, j'ai envie de prendre une casquette un peu managériale également pour pouvoir un peu plus gérer et un peu moins produire. Donc, garder justement vraiment le peu de temps de production qui me reste à faire vraiment des études très précises et très complexes, et le reste du temps plutôt manager, aider au développement un peu plus global. Donc ça, je peux le faire dans ma boîte ou dans une autre société, mais effectivement, c'est la suite logique aussi, pour moi en tout cas. Si tu as d'autres choses sur lesquelles tu veux venir sur ton métier, est-ce que tu veux peut-être développer un peu plus ce que tu fais dans le détail sur le pôle commercial ou c'est quelque chose où tu es dans une multinationale qui est plutôt de l'ordre du privé? Non, 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 on n'est pas, Non? je travaille pas sur les sites nucléaires, etc. Donc tout va bien. Donc en fait, un ingénieur en cité sol pollué, son principal rôle, ça va être de prendre un site dans un état environnemental critique et de pouvoir amener les études et les clés pour permettre de le transformer vers un nouvel usage plus intéressant pour la société, on va dire. Donc, récemment, pour un exemple, on a travaillé sur une ancienne friche industrielle dans le département d'à côté, qui en fait, était en fait une ancienne usine de peinture qui avait été polluée de partout avec des cuves enterrées, des machines industrielles qui avaient fui, etc. Donc le site était vraiment dans un très mauvais état, avec des solvants chlorés et des hydrocarbures type essence principalement. Il y a aussi les problèmes de métaux, etc. Mais ça, je pense que c'est assez clair pour tout le monde dans les masters que vous faites. Et donc, il y avait pas mal de polluants qui ont été retrouvés. Donc, nous, notre objectif, c'est de trouver un site. En fait, il y a un client qui nous dit, voilà, je souhaite acheter ce site-là, je souhaite faire tel usage dessus. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va faire ce qu'on appelle une phase historique et documentaire. Donc, on regarde le site avec nos bases de données, tout ce qui est disponible en ligne, type géoportail, Infoterre, etc. On fait des visites de site, on regarde un peu comme un inspecteur, un enquêteur, on regarde un peu les indices qui sont laissés par le passé, les machines qui ont pu être enlevées, les restes de cuves, les évents qui pourraient nous dire attention, il y a une cuve sous la terre ici à cet endroit-là, etc. Et on définit des zones potentiellement polluées. On dit là, il y a une cuve d'hydrocarbures, là-bas, il y avait des machines à solvants, etc. On met tout ça sur un plan. Enfin, je fais vraiment très simplement. On met par-dessus le plan du client qui veut, par exemple, je ne sais pas, faire une école. C'est en plus pour le coup ce qu'il voulait faire. Tu mets les plans des écoles et tu te dis, bah voilà, quel est le risque, quel est l'enjeu au final, les pollutions, est-ce qu'elles peuvent impacter les futurs étudiants? Évidemment que oui. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est en fonction du type de polluant qu'on a qui se comporte d'une manière différente d'autres dans l'environnement, du type de terrain qu'on a, parce que ça ne se déplace pas pareil dans les sables que dans les argiles, de la présence ou non d'une nappe souterraine, parce que s'il y a de l'eau, ça peut être embêtant. Est-ce que ça va aller vers une rivière? Est-ce que ça peut remonter vers des arrosages privés à côté? Enfin, on essaye de déterminer un petit peu toutes ces voies de transfert qui peuvent se faire avec les polluants. Et on dit au client, voilà l'état des lieux, voilà ce qu'il faudrait faire, quel type de dépollution il faudrait mettre en place pour pouvoir le rendre compatible avec ton usage futur. Donc, on a tout cet aspect enquête, compréhension de tout le profil physico-chimique des polluants et environnemental et toxicologique pardon, derrière pour les cibles qu'on va essayer de sauver, entre guillemets. Et donc là, après, il faut aussi comprendre et connaître un petit peu toutes les méthodes de dépollution existantes. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de méthodes de dépollution. Tu peux faire de la dépollution en prenant la pollution et la dépolluer plus loin. Tu peux faire de la dépollution in situ. Tu mets des systèmes en place sur le site pour dépolluer le site tel quel, etc. Donc nous, c'est ça, en gros, vraiment très brièvement ce qu'on fait. Et donc, pour la petite casquette commerciale, c'est qu'au final, au fur et à mesure, c'est souvent des aménageurs ou des industriels qui ont des sites ou qui achètent des sites, qui pour le coup ont l'habitude d'acheter des sites parfois en très mauvais état parce que ça coûte moins cher et que des fois c'est très intéressant parce que c'est en plein centre-ville, donc il y a un très gros potentiel sur le terrain. Et donc forcément, nous, notre objectif, c'est de fidéliser ces clients-là et de leur faire comprendre pourquoi on peut les accompagner, parce que au-delà de tout cet aspect physico-chimique dont je te parle, tu as tous les aspects réglementaires aussi. Il faut être carré avec le code de l'environnement, avec le code de la santé publique, parfois avec le code du travail aussi pour les personnes qui vont venir travailler sur ces sites-là pour les travaux de dépollution, etc. Donc voilà, nous, on vient chiffrer ça. Donc il faut chiffrer le temps d'étude, il faut chiffrer le coût des techniciens sur le site, le coût des analyses, etc. En gros, c'est un petit peu ça, quoi. Super. Bon, comme ça, on va avoir une belle idée de ce qui peut être fait. Donc, on a dit en tant qu'ingénieur, si tu es sol pollué, ta casquette aussi commerciale. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Très bien. Merci à toi d'avoir pris ce temps déjà. Bah de rien, j'espère que c'était clair.